à tous ceux qui sont restés parmi nous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette soirée de clôture. Pour cette 16e édition, on a fait le choix de mettre à l'honneur 4 inventeurs entrepreneurs qui vont être interviewés dans 3 univers distincts. Donc, vous avez pu constater que nous avons 3 personnages ici dans l'hémicycle. Léonard de Vinci, qui va questionner sur des questions de sens, de philosophie, des questions scientifiques aussi. Le coach sportif Bernard sur des questions de motivation, de performance et de management. Et Sophie, notre banquière, qui va interviewer, donc questionner nos entrepreneurs inventeurs ce soir sur des questions de modèle économique et de financement. Donc nous aurons ce soir 4 inventeurs, inventrices, entrepreneurs. Raphaël Dinelli avec le projet Eraol, Jean-Luc Stanek pour le projet ACE et Isabelle Grapperon-Cotte pour le projet Machouillou et Aurélien Fromm pour le projet AF Jeunesse. Je n'en dis pas plus sur chacun des projets, vous allez les découvrir à travers les questions qui vont leur être posées et à travers les affiches qui seront un petit peu diffusées par la suite. La promesse de cette soirée est simple, découvrir les coulisses de l'esprit d'un entrepreneur, nos super-héros des temps modernes, et partir avec des clés d'échange et de réflexion personnelle, parce qu'ils vont partager avec vous une partie de leur vécu, de leurs expériences et de leur motivation. Je n'en dis pas plus. Et j'appelle à me rejoindre sur scène Raphaël Dinelli pour le projet Eraol. Donc Raphaël, tu l'auras compris, tu vas être questionné dans 3 univers. On va commencer par l'univers de Léonard. Raphaël, comme vous, je suis passionné par les machines volantes. Mais on m'a dit que vous avez travaillé sur l'encapsulage des panneaux solaires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement comment vous faites ça? C'est le père Fouras, c'est La Rochelle. Je ne sais pas de qui vous parlez. Non, mes filles, elles m'ont fait un super cadeau. Elles ont retrouvé du collector. J'avais participé à Fort Boyard, justement, avec le père Fouras, il y a 20 ans. Putain, c'est pas une claque. Hein. Bon, collector. Eh bien, écoute, oui, les cellules... En fait, moi, je suis d'origine de Bordeaux et puis j'ai fait des études dans les composites avec l'aérospatial, etc. Et ça m'a toujours suivi, les composites. Après, j'étais très sportif, donc j'ai fait du bateau, de la navigation, mais toujours avec l'ingénierie et puis des matériaux composites. Et pour arriver aux cellules, en fait, après, quand nous, les navigateurs, ça fait très longtemps qu'on était sensibles au changement climatique, parce que quand on faisait les tours du monde, on se retrouvait avec des icebergs qui ne devaient pas du tout être là. Et qu'on se retrouvait avec la combinaison de survie, les balises SARSAT. C'était à l'époque où il y avait des climatologues, il y avait des polémiques et tout ça. Donc, moi, très rapidement, j'ai dit, avec cette ingénierie, je vais faire de la recherche appliquée. Et on partait avec 400 ou 600 litres de carburant pour faire un tour du monde, ce qui est peu énergivore, mais qui était quand même un impact. Et je vais essayer de mettre des éoliennes, des panneaux solaires sur un bateau qui va faire le tour du monde et qui va rencontrer des conditions extrêmes. Et imaginez quand vous mettez des panneaux solaires sur d'une toit d'une maison sur un bateau, il prend 3 vagues et puis après il est cuit. Donc j'ai fait pendant des années de l'expérimentation. Et en fait, pour répondre à ta question, Père Fouras, j'ai encapsulé des cellules au silicium qui font 150 microns, qui font 7 grammes. Elles sont très fragiles au soleil aussi, à l'oxygène, à l'eau, à la corrosion, à la flexion, elles cassent. C'est du silicium pur ou du silicium de recyclage. Et en fait, au lieu de les emballer dans des polymères avec la plaque en verre, le panneau solaire traditionnel, en fait, je les ai emballés dans ce que je maîtrisais de plus de par ma formation dans les matériaux composites et des polymères. Et ça faisait un panneau super fin, 10 fois moins lourd, et que j'ai testé sur les bateaux, sur les avions. Et c'était le premier brevet d'encapsulation de cellules photovoltaïques que j'ai réussi à vendre au 4e producteur mondial de photovoltaïque qui s'appelle SunPower des Américains, qui ont été rachetés par Total. Et ça a permis de faire continuer des financements. Donc ça a été le premier transfert industriel. Alors je ne sais pas qui est ce père Fouras dont vous me parlez depuis tout à l'heure. J'imagine qu'il s'est inspiré de moi. Vous travaillez actuellement sur une nouvelle version de votre avion, mais cette fois avec de l'hydrogène.
Dites-moi comment vous réalisez cette prouesse, cher confrère. Oui, alors les panneaux solaires, après les avoir testés sur la mer, je raconte un peu mon histoire, hein, j'espère que je ne suis pas très long. J'ai changé de métier, je suis passé de la navigation dans les airs pour devenir pilote et pilote d'essai. Et puis avec les matériaux composites et les panneaux solaires, je me suis lancé dans l'aviation électrique ou l'aviation décarbonée. Et puis c'est toute l'aventure avec Transtech, puisque quand le solaire n'apportait pas assez d'énergie pour la machine électrique devant. Ça, c'était le projet de Bertrand Piccard avec Solar Impulse. Vous avez tout suivi en 2015. Il a fait 2 projets, le tour du monde en 2 ans avec 15 étapes, mais il n'a pas pu faire le tour du monde non-stop avec le solaire. Donc, nous, avec Transtech, moi, j'avais réalisé un brevet qui était de dire l'avion qui a 100% de traction électrique, on va le multi-hybrider avec une chaîne qui amène des batteries, un groupe électrogène qui marchait avec des huiles issues du recyclage, du solaire, et tout ça, cette multi-hybridation pour créer l'électricité, c'était le projet Raoul. Et donc, moi, je remercie Transtech parce que j'ai fait toutes les formations avec moi, je suis d'origine bordelaise, hein, avec les experts. Et puis après, j'ai eu un lauréat, j'ai eu un prix, comme les Jean-Luc, les copains qui sont ici il y a quelques années déjà. Et puis, j'ai même dans les journées de job dating, avec la banquière, les marketing, j'ai rencontré mon directeur maintenant général délégué, Sylvain Motion, qui travaille pour Comscoring, et c'est lui qui s'occupe toute la partie marketing de mon projet. Et Raoul, il a fini pendant le Covid, il s'est craché dans les Cévennes. Voilà, je me suis craché avec Raoul dans les Cévennes et j'ai failli laisser la peau. Mais grâce à cette multi-hybridation, les gens du BEA m'ont dit en général un monomoteur qui tombe en panne en montagne, c'est des morceaux d'avion et des morceaux de chair humaine. Et en fait, le fait d'avoir cette multi-hybridation, j'ai eu une panne sévère, mais les autres apports de l'hybridation ont fait que j'ai pu tenir 40 minutes. Et 40 minutes en montagne, ça m'a sauvé la vie parce que j'ai pu trouver un petit coin où je me suis craché dans ce coin. Mais du coup, cette chaîne multi-hybridation m'a sauvé la vie. Mais du coup, on arrivait en fin de l'expérimentation. Donc, c'était la fin du projet Raoul, mais on avait beaucoup de données, de data. Et puis, pendant le Covid, l'aviation, tout était à l'arrêt. Et là, j'ai replanché, du coup, sur un avion pour faire le tour du monde. C'était un peu le Vendée Globe dans les airs, le tour du monde sans escale, sans énergie fossile. Et il n'y a que 2 avions qui ont réussi à faire cet exploit depuis plus de 100 ans. C'est Voyager en 85, avec Jenna Geiger et Burt Rutan, ils ont mis 9 jours avec 4 tonnes de kérosène. Steve Fossett, en 2005, il est monté en stratosphère et avec les vents porteurs, le Jetstream, il a mis 66 heures et 8 tonnes de kérosène. Et là, Climate Impulse, c'est de faire un avion 34 mètres d'envergure avec 1,6 tonne d'hydrogène liquide à moins de 153 qui se transforme en gaz pour transformer ce gaz par les piles à combustible en électrique et de faire le tour du monde non-stop. Et là, je me suis associé avec Bertrand Piccard, justement, le Suisse. Lui s'occupe de la com, des grands comptes. Et moi, je design, je construis l'avion. Et du coup, on est devenu l'avion démonstrateur pour des groupes comme Airbus, Safran, Daher. Et le Covid, cette crise de la pandémie dans l'aviation a servi à la transition énergétique. Et avant, Raoul, on était audité par Airbus, on était un peu des extraterrestres. Et là, ils sont devenus partenaires complets pour tester leur future chaîne de traction. Voilà. C'est l'avion Climate Impulse à hydrogène liquide. Merci Raphaël. Je vois que Léonard est un petit peu fatigué, on va le laisser un petit peu se reposer. Tu vas être questionné maintenant par la banquière. Bienvenue à la banque. Vous m'excuserez, je prends des notes. Monsieur Dinelli, un avion écologique, c'est bien beau comme projet, mais vous comptez en vendre combien et à qui? Alors, nous, c'est un démonstrateur et on ne va pas aller jusqu'à l'industrialisation. Le projet sert à 2 objectifs, à s'associer avec des grands groupes de l'aviation, faire du transfert industriel pour valider leurs futures innovations et en même temps aller faire des records aussi. Il y a le côté aussi aventure humaine, sportif, mais on ne fait pas
de produits pour aller jusqu'au marketing mix, vente, etc. Et tout. On fait du transfert industriel. Ok, mais bon, les prototypes, il a bien fallu les financer. Oui. Comment avez-vous fait? Et vous comptez les rembourser à quelle échéance, les fonds? Alors, il n'y a aucun fonds public, puisque Bertrand Piccard, il a fonctionné exactement comme Solar Impulse, que par partenariat privé. L'avion va coûter 60 millions d'euros, et puis après, le faire tourner pendant 4-5 ans pour faire le tour du monde et traverser l'Atlantique, c'est un budget à 100 millions d'euros, sans argent public. Je vous félicite. Vous vous êtes attaqué en premier lieu à l'aviation. Mais cette technologie, elle peut être développée pour d'autres domaines. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, bien sûr, parce que l'aviation, en fait, Airbus, après, nous, on va tester des systèmes qu'eux vont développer, mais non, on n'a pas la prétention de faire des systèmes qu'on va commercialiser, ça c'est vraiment Airbus ou d'autres, mais par contre, ça peut servir pour, je pense notamment à des groupes électrogènes. On a vu que pour les Jeux Olympiques, c'était Enedis, je crois, où Engie faisait des groupes électrogènes mobiles, et au lieu de mettre du fioul lourd, on commençait à mettre de l'hydrogène gazeux, mais l'hydrogène gazeux a des limites après de stockage d'énergie. Avec l'hydrogène liquide, on pourra stocker beaucoup plus d'énergie, et quand, par exemple, il y a des tremblements de terre, où il faut faire un hôpital de fortune, où ça peut servir pour du camion, ça peut servir pour des bateaux un peu plus lourds. Enfin, l'hydrogène liquide va s'imposer pour des grosses puissances et des systèmes qui demandent beaucoup plus d'énergie que le gazeux, et tout ça pour éliminer en fait les vieux groupes électrogènes qui fonctionnent au pétrole, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup d'avenir dans plein d'autres fonctions que l'aviation, le transport, le bâtiment, l'industrie. Il va y avoir beaucoup de débouchés. Merci. Raphaël, j'ai cru comprendre que tu es un grand sportif. J'aimerais bien que tu te fasses un petit peu challenger par notre coach. Bonjour Raphaël, viens me voir, viens, sois pas timide comme ça. On va se tutoyer entre sportifs. Oui, bien sûr. Check. Bon, j'ai entendu dire, il y a une tête bien faite, bien pleine, mais bon, un corps sain dans un esprit sain. J'ai entendu que tu as fait le Vendée Globe, tour du monde à la voile en solitaire. Tu as relevé un défi de 150 heures de vol en continu dans ton avion. Comment tu fais pour supporter tout ça, pour être aussi endurant, aussi bien physiquement que mentalement, parce qu'en sport, on parle aussi du mental. Mais là, je veux dire, j'arrive à un âge où je me fais maintenant beaucoup suivre, donc j'arrive à c'est comme les voitures, hein, je suis en pleine révision. Donc j'accumule ma bobologie de tous mes accidents et de tous mes sportifs de haut niveau. Donc je passe un certain temps à faire beaucoup d'opérations, d'examens médicaux. J'ai un coach sportif et je commence à sentir l'âge qui commence à me rattraper, et je ne peux pas revenir en arrière, donc je dis à mes ingénieurs, au lieu de faire des avions à hydrogène liquide, faire le plus vieux métier du monde, c'est la fontaine de jouvence, et quand on a 30 ans, 40 ans, on s'en fout. Et là maintenant, j'approche de la soixantaine, et avec tout ce que j'ai fait et tout ce qui me reste à faire, 10 jours à 3000 pieds sans oxygène, à 30% d'oxygène en moins, sans chauffage, on va être dans 1 mètre cube. Il faut avoir des entraînements un peu de cosmonaute, et je sais que là, je fais plus comme avant, quoi. Voilà. Donc là, il y a une grosse préparation et ça prend beaucoup de temps. Ouais, grosse préparation physique, mentale. Oui. Ouais. Diététique, physique, mentale. C'est pas très rigolo, quoi. Voilà, quoi. Bien. Donc tu nous as montré qu'effectivement, physiquement, mentalement, tu te préparais et que tu as une équipe aussi autour de toi. Et dans le sport, on parle aussi d'équipe et de management. Alors, comment tu fais pour conserver toutes ces personnes avec toi et les motiver et faire en sorte que vous continuez à travailler ensemble? Alors, moi, c'est un peu comme un team de Formule 1.
Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui me suit de près de plus de 20 ans, parce que c'est un peu le même métier d'avant quand on construisait des bateaux. Le premier avion est la Raoul ou le Climate Impulse. En fait, on le construit un peu comme un bateau de compétition, avec du carbone ou des nouveaux matériaux qui arrivent, biosourcés, etc. On a vu le vélo. Donc en fait, on a changé un peu d'activité, mais on a gardé un peu le même team. Et puis après, le cœur. Hein, et après, évidemment, on ne peut pas tout faire dans l'aviation. Nous, notre métier d'origine, c'est les composites. Et puis après, on va chercher des compétences dans la traction électrique, dans l'hydrogène, voilà. Mais notre cœur, moi, j'ai gardé ce team-là de composites. Et puis, c'est une petite famille, quoi. Voilà, quoi. Des valeurs, quoi. Ouais, non, on se connaît bien, on se respecte, et puis on met l'humain, on a la chance de mettre l'humain au cœur du projet, mais ça a posé des problèmes. Hein. Moi, des fois, j'ai des ingénieurs, à un moment donné, là sur Raoul, il y en a un qui a fait pas un burning out, mais qui un jour, il est venu nous voir, il a dit, moi, je ne tiens plus la pression, parce que comme on innove et que moi, je suis dans l'avion, et je peux y laisser ma peau, et ça s'est passé. Lui ne voulait pas être responsable d'une ingénierie dont souvent quand on est ingénieur, on a un esprit des fois très cartésien, mais en fait quand il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de risques d'aller au tapis, quoi, il ne voulait pas prendre humainement cette responsabilité. Et ça lui a posé un énorme problème. À un moment donné, on a dû l'écarter. Et il est revenu maintenant dans l'équipe, mais il ne pouvait plus. Émotionnellement, il ne pouvait plus. Et faut faire attention quand on embarque une équipe de pas la mettre. Nous, quand on a fait le Vendée Globe, quand on fait on peut aller très loin dans le dur au mal ou autre, et quand on embarque une équipe, il faut faire attention parce on a des familles, on peut pas embarquer tout le monde dans des niveaux ou des pressions comme ça. Il faut que tout le monde soit au même niveau, un peu. Il faut que c'est comme un bateau, c'est un équipage. Il faut que tout le monde soit respecté, et il faut pas que ça fait trop de dégâts. Et moi, j'ai connu un peu la machine quand j'étais plus jeune à faire des courses au niveau familial, au niveau équipe et tout. Il faut pas trop. Ça sert à rien. Et puis, on croit qu'on fonce comme ça, mais non, il faut une équipe. Et puis, je pense que dans les entreprises et partout, c'est la gestion de l'humain, quoi. Mais quand on reste une petite équipe, c'est comme un team de Formule 1. Il y a quand même ce sentiment de dépassement pour tout le monde, quoi. Voilà. Ben merci. Et puis, tu as des défis pour 2028, donc bonne préparation et bonne suite alors. Merci. À très bientôt. Merci Raphaël. Je vais appeler Jean-Luc Stanek à nous rejoindre. Jean-Luc, bienvenue. Tu vas être questionné par notre ami Léonard. Alors Jean-Luc, on m'a dit que votre monde fonctionnait à l'électricité. Et qu'il y a plein de moyens de créer de l'électricité dans votre monde. Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer une machine qui utilise l'eau pour le faire ? J'avais un bon métier, puis j'ai décidé un jour de changer de métier. J'ai expliqué à ma femme qu'on allait vendre la maison. Elle m'a dit, tu es fou, on va changer la planète, tu es fou. Et le lendemain matin, elle m'a dit, ok. Donc on s'est lancé, on essaye de changer la planète avec une énergie propre pour les générations futures. Mais alors, par tous les saints, comment faites-vous pour transformer l'énergie de la mer en électricité ? Alors c'est très simple, Léonard, c'est un vieux copain que tu connais sûrement, Archimède. Oui, bien sûr. Il a montré qu'en posant un tube au passage d'une vague, on regarde dans le tube et l'eau monte et descend. Je me dis, tiens, voilà une grosse pompe à vélo. Et donc, on a posé des espèces d'immenses bacs à glaçons. Ces bacs à glaçons, maintenant, ils font 210 mètres de long sur 10 mètres de large. Ils font 1 mégawatt de puissance chacun. Et ça fait des centaines de pompes à vélo qui pixelisent la houle et qui nous permettent d'obtenir une énergie assez constante. Suffisamment constante, on l'a démontré, pour que ce soit parfait pour les membranes des électrolyseurs, ce qui nous a permis d'obtenir le prix Hydrogène d'Or 2024 à l'Assemblée nationale. Bravo. Bravo. Mais est-ce que votre produit a d'autres avantages que de créer de l'électricité ? Oui, tout à fait. On a découvert par hasard, et ensuite on l'a modélisé,
que l'on pouvait assurer la protection contre l'érosion côtière. C'est-à-dire qu'on modifie les orbitales des molécules d'eau, on supprime le jet de rive, et derrière, il n'y a plus d'érosion côtière. Donc non seulement on fait de l'énergie, mais on protège la côte. Et à côté de ça, on augmente la biodiversité, ce qui fait que les pêcheurs bretons, par exemple, font des émissions pour demander l'installation du ACE, contrairement à peut-être d'autres systèmes qui ont moins de chance que le nôtre. Selon vous, qui a dit la simplicité est la sophistication suprême? La simplicité. Oh, c'est moi. Bah oui. Diriez-vous que votre invention est à la fois simple et sophistiquée? Elle est très simple dans son principe, mais ça nécessitait effectivement des solutions extrêmement pointues. Les turbines n'existaient pas. On démarre avec des vagues de quelques centimètres, c'est-à-dire quelques millibars de différentiel de pression. Il n'y avait rien sur le marché, il a fallu tout concevoir. Et effectivement, on a conçu une turbine qui est aujourd'hui à 80% de rendement. C'est-à-dire qu'on transforme le flux d'air, l'énergie du flux d'air, à 80%, 82% est transformée en électricité. Ce qui est un record du monde absolu, mais ça ne s'est pas fait tout seul naturellement. Bravo, merci. Merci. Merci Léonard. Jean-Luc, tu vas être challengé maintenant par notre coach sportif. Je te laisse entre ses mains. Ça va Jean-Luc? Bonjour. Bon. Alors, j'ai entendu dire que tu faisais de la plongée sous-marine. J'en ai fait, c'est pour ça que je n'ai plus d'oreilles. Ça arrive, ça Il y a arrive. quelques milliers de plongées. Et donc, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme lien justement entre cette passion et ton projet. Est-ce qu'il y en avait un? Oui, quand on plonge longtemps et profond, on fait des paliers pour décompresser. Et lorsqu'on plonge au large et qu'il y a beaucoup de vagues, au fond c'est calme, 50-60 mètres c'est assez calme. Et en arrivant en surface, quand on est au palier, on voit les gros bateaux qui bougent. Et on se dit, cette énergie, mais elle est fantastique, elle est infinie. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas? C'est comme ça d'ailleurs, lors d'une plongée à l'île de la Réunion, qu'est né le projet ACE. Ah, c'est bien, la réunion, sympa. Très bien, très bien. Est-ce que la pratique de ce sport, de la plongée, donc, t'a apporté des qualités transposables dans ta vie de chef d'entreprise? Difficile, en tout cas j'adore tous les sports, j'en fais tous les jours régulièrement, c'est important pour essayer de vieillir moins vite. Ouais, pas comme Leonardo là-bas. Donc oui, je pense que ça apporte énormément de sérénité, ça permet d'affronter l'adversité avec plus de sérénité. Bien, bien, bien. Et enfin, le sport, ça peut être individuel, la plongée aussi, et ça peut être collectif aussi. Tu t'es entouré d'une équipe, et comment tu la gères, comment tu la manages? Je ne sais pas comment je la manœuvre, mais j'ai la chance d'être entouré d'une trentaine d'experts internationaux qui ont rejoint l'équipe, qui ont apporté leur argent et leurs compétences et leur temps gratuitement pour essayer de changer la planète, puisqu'ils ont tous la même notion. Ce sont des experts reconnus au plan international. Bravo, félicitations. Merci. Merci coach, merci Jean-Luc. Tu l'auras compris, tu es passé entre les mains de deux personnes bien particulières pour te faire questionner. Il est temps maintenant de passer aux finances. J'écoute. Monsieur Stanek, Madame. vous êtes un homme sérieux, je suis une femme sérieuse. On va essayer. Dites-moi, parlons de performance et modèle économique. Combien de bacs à glaçons faudrait-il installer pour remplacer une centrale nucléaire? Il n'en faut que 1000, ce qui est très peu en mer, et sans aucune surface, 1 millier, pour en faire l'équivalent d'un réacteur nucléaire. On a démontré qu'en se positionnant à une centaine de kilomètres au large sur le golfe de Gascogne, en les mettant tous les 10 kilomètres sur 3 rangées jusqu'à la mer d'Iroise, nous pourrions produire un petit peu plus que 500 TWh par an, c'est-à-dire un peu plus que la production énergétique annuelle de la France actuelle en électricité. Et cette installation, ça peut dire. Et clairement, cette installation-là, elle représenterait quoi comme surface sur la mer? À chaque fois, vous avez un flotteur de 200 mètres
sur 10 mètres de large pour faire 1 mégawatt. Donc il en faut 1000. Ça paraît beaucoup, mais quand vous regardez les surfaces en mer, c'est ridicule. C'est la raison pour laquelle les pêcheurs bretons demandent au préfet maritime, publiquement, vous allez sur Affaires 3 Bretagne, demandent l'installation du Heiss en mer. Parce qu'en plus, on augmente la biodiversité marine et on augmente la richesse halieutique. Très bien. À votre avis, quelle part de marché votre entreprise peut prendre aujourd'hui? Vaste question. Sur un plan technique, nous sommes capables de produire 4 fois l'énergie de la planète. On sait très bien que ce ne sera jamais le cas. Pour rester raisonnable vis-à-vis des financiers, on a un objectif à 10 ans de 3 à 4% de l'énergie mondiale. Les précommandes actuelles dépassent déjà largement le business plan. Bravo. Merci. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci. Merci pour ce partage avec nous ce soir. Je vais appeler à nous rejoindre Isabelle Grapperon-Cotte. Isabelle, je crois que Léonard a repris un peu de force. Il est prêt à te poser quelques questions. Isabelle, les dents sont très importantes pour la santé. Savez-vous qu'une dent mal soignée peut générer beaucoup de problèmes? Ce n'est pas ma question. Ma chère dame, vous travaillez à l'alignement des dents. Pour les tout petits. Pourquoi? Alors moi, je ne travaille pas à l'alignement des dents. J'en étais sûr. Moi, en fin de compte, je suis cofondatrice de la société Machouillou. Mon mari, lui, est dentiste et il s'occupe de l'alignement des dents. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques années, il y avait 1 an d'attente pour avoir un rendez-vous avec lui. Et on a réfléchi ensemble en se disant, mais pourquoi autant d'enfants font de l'orthodontie, font de l'alignement des dents? Et on voyait qu'il y a tout un problème avec les tétines qui sont là dans la bouche des enfants, les parents qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut très bien vivre sans avoir les dents bien alignées. Mais c'est important de savoir que dans la bouche, la langue va aussi avoir le rôle de développement du palais, développement donc après justement de tout le visage, la respiration. Et donc on avait un peu une mission. On s'est lancé dans cette mission de faire un dispositif pour aider les enfants à arrêter cette tétine et leur permettre de bien positionner leur langue dans la bouche afin d'avoir un bon développement et une meilleure santé, respirer par le nez par exemple, qui est très important. La tétine, c'est un truc que je ne connais pas. Quel est l'impact de votre dispositif sur leur santé à ces enfants sur le long terme? Alors, ça marche aussi bien pour le pouce. Vous connaissez peut-être le pouce, peut-être que vous, Léonard, avez sucé oui, je votre vois ce que pouce. c'est. Merci. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce que je disais, c'est qu'un enfant qui a une tétine trop longtemps dans la bouche va avoir la langue qui va rester basse. La langue, il y a 17 muscles dans la langue. Et ces 17 muscles, justement, si ça reste bas, on va avoir un enfant qui va avoir des problèmes, qui va peut-être zozoter, va faire des petits suintements, va donc mal développer le maxillaire supérieur, va avoir justement le nez qui ne va pas bien se développer, va continuer à avoir, donc, par exemple, respirer par la bouche, ce qui n'est pas bon. Si on a un nez, c'est fait exprès, c'est avec des filtres. Donc l'enfant, s'il respire que par la bouche, ça ne va pas bien se passer. Si la langue reste basse, ça va pousser les dents en avant. Si la langue reste basse aussi, eh bien le visage ne va pas se mettre correctement. Et puis après, il y a même directement sur la posture. C'est-à-dire qu'on voit des enfants qui vont être avec la langue comme ça, ils vont continuer à téter, ils vont avoir un peu une posture un peu en avant. Et ça agit sur donc, tout le corps humain. Ne me dites pas tout de même que vous utilisez aussi un objet pareil sur les adultes? Alors nous, on a justement fait en sorte qu'un adulte qui suce encore son pouce à 40 ans puisse trouver une solution. Mais ce qu'il y a, c'est que malgré tout, il n'y a pas tant que ça des gens qui, à 40 ans, sucent encore leur pouce ou ont une tétine.
Et on s'est dit que on a quand même pas mal d'adultes qui ont la langue qui est restée basse, qui à chaque fois qu'ils avalent leur salive vont avoir la langue qui va être par exemple derrière les dents du bas, derrière les dents du haut. Et on s'est posé la question de comment on pourrait aider les adultes. On est surtout sur une démarche où on n'a pas besoin d'aller chez un chirurgien dentiste ou chez un médecin. On est sur des autothérapies. Et on a pensé aux ronfleurs et aux stressés. Je ne sais pas si dans la salle, il y a peut-être des gens qui ronflent ou qui sont stressés. Mon assistant ronfle beaucoup. Voilà, donc il y a des ronfleurs, il y a des gens qui sont stressés, qui serrent les dents très fort, qui grincent des dents. Donc on a créé le Mâchoire Relax exprès pour ces adultes. Merci, bravo. Merci Léonard. Isabelle, je te laisse entre les mains de notre banquière. Elle peut paraître un peu sévère comme ça, mais ça va bien se passer. Madame Grapperon, si je ne me trompe pas, au-delà du mâchouillou, vous avez un autre produit phare pour les tout-petits qui s'appelle Miss Brossette, qui permet de soulager les tout-petits des douleurs, des poussées dentaires. Enfin, si je réfléchis... Alors, nous avons 700 000 naissances par an. Les enfants ont les dents qui poussent entre 6 mois et 3 ans. Ça fait potentiellement 2 Miss Brossette par an qu'on multiplie par le nombre de naissances supplémentaires. Soit environ 4,2 millions de brossettes à vendre chaque année. Vous en vendez combien actuellement ? Alors, vous oubliez aussi que cette brossette, on va pouvoir l'utiliser toute sa vie pour mettre un gel gingival. On va aussi pouvoir l'utiliser auprès des personnes âgées. Alors, Miss Brossette, ce n'est pas notre produit phare, parce que ce n'est pas notre produit qu'on a inventé. On a inventé Mâchouillou, Mâchou-Kid, Mâchou Relax. Miss Brossette, c'est ce que j'appelle la petite sœur de Mâchouillou. C'est simplement un dispositif qu'on a rencontré quand on a cherché qui allait pouvoir vraiment fabriquer notre dispositif qui est en silicone. Et mon mari, chirurgien dentiste, a demandé une histoire de brosse à dents. Est-ce qu'il y avait des brosses à dents? Et là, on leur a montré ce petit doigtier brosse à dents. On a trouvé ça sympa. Pour la petite histoire, on a pensé à l'appeler Mario Brosse. Puis on s'est dit que bon, ça allait peut-être pas le faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Miss Brossette. Mais combien on en vend? On en vend beaucoup, mais je n'ai pas le chiffre exact. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une Miss Brossette dans chaque foyer des Français. On a encore une marge de progression importante. Alors, justement, quelle est votre capacité de production? On a une grande capacité de production et qui est donc en France. On fait fabriquer en France. On va dire que nous, depuis le début de notre existence, on a vendu un peu plus de 700 000 produits. Aujourd'hui, on est en train de changer d'injecteur, c'est-à-dire qu'à un moment, on en avait quelqu'un qui faisait ça, mais à petite échelle. Donc justement, on est passé à une plus grande échelle et on peut produire autant qu'on aurait besoin. On produit pas à la demande puisque je fais des commandes tous les ans, mais voilà, on arrive en fin d'année, on va contacter un petit peu nos distributeurs parce qu'aujourd'hui on distribue aussi en dehors de la France. Donc on va contacter nos distributeurs, on va faire notre prospective et puis on va pouvoir commander nos produits sans problème. D'après mes calculs, vous avez un potentiel de 25 millions de chiffre d'affaires avec le prix de vos produits. Et ce, rien que sur le marché français. Vous vous donnez quelle échéance pour arriver au boom de votre business plan? Alors moi, je travaille en équipe. Donc là, j'ai mon équipe qui est par là. Je vais dire Virginie, tu as du taf. Donc voilà, nous, on a une échelle humaine. Pour l'instant, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On n'a pas fait de levée de fonds. On avance gentiment. On développe en pharmacie. On développe aussi sur notre site internet. Donc, moi, de toute façon, j'ai du temps. Je n'ai pas créé la société en me disant dans 3 ans, je la revends. Donc, j'ai du temps. Donc, super. Merci de me donner ces chiffres. On a donc un boulevard devant nous, même
plein de boulevards. On ira au fur et à mesure. Il faut y aller pas à pas pour moi. Et là où vous êtes implanté, donc en France, vous avez évoqué que vous étiez dans d'autres pays. Aujourd'hui, vous êtes implanté. Vous vendez vos produits dans quel autre pays? Alors, on va en Suisse, on va en Belgique, on va aux Pays-Bas. Bon, on est dans tous les dom-toms, on ne peut pas dire que ce soit des pays, c'est nos départements. Et on est aussi implanté au Maroc. On a on a par exemple un dentiste au Cameroun qui, lui, se met aussi à les vendre parce qu'il trouve que ce sont des dispositifs géniaux. Mais bon, lui, il développe gentiment. Voilà. Après, on a un site internet qui va livrer dans le monde entier grâce à ce site. Merci. Merci. Tu l'auras compris, Isabelle, tu vas passer entre les mains de notre coach. Ça va, Isabelle? Ça va. Bon, après la partie un peu dure des chiffres, on va se détendre un petit peu. Tu nous as parlé d'une équipe, d'ailleurs, a priori tu nous les as présentés. Comment vous faites donc pour maintenir l'équilibre et continuer justement à rester aligné au quotidien? On essaie de travailler déjà dans la bonne humeur. Nous, pour moi, ce qui est très très important, c'est d'être bien au travail. J'ai été coach aussi. Et pour moi, vraiment, c'est tous les jours, on passe énormément de temps au travail. Donc, il faut une bonne humeur. C'est ça. Il faut avoir du sens. Pour moi, ce qui est important, c'est de leur montrer qu'on a une mission, on a du sens, on a des valeurs. Et c'est important d'adhérer. Moi, voilà, j'essaye d'être alignée avec ça et j'espère qu'elles vont pouvoir... Alors, je dis elles parce que ce soir, il y en a deux qui sont là. Mais bon, notre équipe, on a une petite équipe en interne, un homme, 2 femmes. Je travaille toujours aussi avec mon mari, donc, qui lui aussi a 2 assistantes. Et quelque part, le cabinet dentaire, c'est aussi une petite extension. Et on a une 30aine de commerciaux aussi. Donc là, c'est pareil. On essaye d'être... ouais, mais bon, c'est des commerciaux indépendants, hein, c'est des multicartes. Mais ils sont là depuis quand même pas mal d'années. Ils sont contents de développer justement nos dispositifs où on est fabriqué en France, on fait du bien aux gens. Donc c'est une belle mission. Oui, bravo, félicitations. Alors tu disais, on fait du bien aux gens. Tu m'as dit que tu étais coach aussi. Donc... est-ce que les dispositifs que vous vendez peuvent emmener des performances au niveau physique, aussi bien pour les adultes que pour les autres personnes? Et en termes de conditions physiques, qu'est-ce que ça peut emmener? Alors, parce que moi, j'ai plein de gars qui sont intéressés là. Ouais, alors, en effet, on est même en train de travailler sur un dispositif pour l'apnée du sommeil pour les petits, les 2-6 ans, parce qu'en fin de compte, il y a de plus en plus d'enfants qui font de l'apnée du sommeil. Et dans ce cadre, moi, j'ai contacté des pneumologues, des ORL, et j'ai une femme qui est aussi une maman et qui s'est rendue compte que pour sa fille, elle dormait 2 heures, alors sa fille a 6 ans, elle dort 2 heures de plus depuis qu'elle a son Machou Kid. Donc là, c'est important. Celui pour adultes, on l'a appelé Machou Relax. C'est fait exprès parce qu'on s'est rendu compte, et des personnes m'ont envoyé des polysomnographies. Donc là, c'est des enregistrements de nuit, des ronflements. Les gens aussi se sont rendus compte qu'ils dorment mieux, ils ronflent moins, voire ne ronflent plus. Certains ont pu partir en week-end en prenant juste le Machou Relax au lieu de partir avec la machine quand ils font vraiment des apnées sévères. Et ce sont des gens qui, justement, se retrouvent en meilleure forme le lendemain matin et peuvent passer une meilleure journée. Et quand on a de l'apnée du sommeil, on sait que ça peut entraîner même des grosses problématiques, notamment des accidents de voiture, des gens qui font des micro-endormissements. Eh bien, on a vraiment des gens qui sont en meilleure forme. Donc, tout bénef. Super, félicitations. Merci. Et en termes de performance, est-ce qu'il y a des choses aussi sur la performance physique, le développement de la force, des choses comme ça? Parce qu'on a vu à une époque des sportifs qui portaient des protège-dents, pas que pour se protéger les dents. Oui, exactement. Des activités de force, notamment. Peut-être. Là, moi, j'ai pas une équipe de sportifs à qui j'ai fait essayer. Je sais que mon mari, à un moment, a travaillé avec le pôle espoir, justement, du rugby Bègle, là.
il était plutôt en train de se dire que ça va leur apporter une certaine force et peut-être même un meilleur équilibre, et donc peut-être se faire moins mal pendant les matchs. Alors on ne le porte pas pendant les matchs. En revanche, lui a fait du ski avec et il trouvait qu'il tenait mieux sur ses jambes quand il avait le maillot relax, puisqu'on est un peu en posture avant. Donc on a ça. Et on a aussi un prototype qu'on a mis dans les mains de quelques sportives et qui trouvaient un système qui aide à souffler en régulant, qui va aussi bien servir pour des femmes enceintes que pour des sportives. Et où là, justement, elles avaient une impression qu'elles reprenaient des abdominaux, par exemple, avec ce système, donc, et qui étaient plus performantes. Mais ça, c'est des protos, puisqu'on est toujours en évolution. C'est-à-dire que mon inventeur n'arrête pas. Il faut avoir de l'endurance là aussi. Hein. C'est ça. Bon, et puis dernière question, comment tu fais pour garder ton sourire en permanence comme ça? Je dors avec un maillot relax toutes les nuits. Merci. Merci. Merci beaucoup Isabelle. J'appelle à nous rejoindre Aurélien Fromm pour son projet AF Jeunesse. Aurélien, tu l'auras compris, tu vas être challengé dans 3 univers. On commence toujours par Léonard sur des questions de sens, donc on va continuer comme ça. On sait que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Bon, comme par exemple les ondes électromagnétiques. Mais comment un kinésithérapeute en arrive à chercher des solutions avec ces types d'ondes pour soigner les gens? Merci, c'est une bonne question. Et c'est une question qui revient effectivement souvent. Cette question, elle est bonne parce que le lien n'est pas évident. Et pourtant, l'intégration de ces différentes matières, mais finalement, c'est votre propre également. L'observation, c'est l'origine de cette découverte. L'observation, aujourd'hui, a permis de mettre en évidence une difficulté de prise en charge de certains patients atteints de douleurs chroniques, pour lesquels en kinésithérapie, nous étions bien évidemment assez limités sur le type de prise en charge. Et en me formant sur différentes disciplines complémentaires, comme la posturologie, on parlait du Machoyu, effectivement, il y a un certain sujet avec la mâchoire, bien évidemment, et bien, puis faire des constats qu'on pouvait augmenter la résistance des gens en une fraction de seconde, notamment en développant un système initialement électrique et ensuite électromagnétique par évolution, qui s'apposait sur le corps humain et permettait de faciliter le fonctionnement du système nerveux et périphérique et central. Et fort de ces développements, eh bien, on a pu constater des augmentations de force chez les individus, mais également une disparition de la douleur chronique. Tout le sujet est là. Et donc, je rebondis sur Raphaël et ses attentes à 60 ans. Effectivement, la population a des attentes qui sont communes. Et ces attentes-là, aujourd'hui, on est capable d'y répondre en une fraction de seconde. L'avantage du champ électromagnétique, c'est qu'il a un retentissement qui est instantané. L'efficacité se fait en 5 secondes. Aujourd'hui, ce projet, il est qualifié très souvent par ceux qui essaient de révolutionnaire. Il est révolutionnaire. Il est le résultat d'une découverte empirique, soit, mais qui a déjà rebondi du côté de la science. Il va continuer justement à se développer en science. On est en train de faire de la science, on va faire du médical, et ça va être une évolution. Bon, c'est un dispositif non invasif qui permet de soigner les douleurs. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Ce dispositif, effectivement, il est non invasif. Il permet de non pas être un coupe-douleur, mais plutôt de répondre à un besoin fondamental du système nerveux. Et en conséquence, eh bien, il n'y a plus de notion de douleur qui va être manifestée par le corps. Comment il fonctionne? Ce dispositif émet une onde électromagnétique qui facilite par la mise en résonance des canaux ioniques voltage dépendants. Ces canaux ioniques, c'est des canaux qui sont sur les neurones et qui, lorsqu'ils vont être excités, vont faciliter le transit du message nerveux dans les neurones. De là, l'émission va être exploitée et va permettre ensuite l'exploitation des différentes sphères physiologiques du corps humain. L'objectif, oui, notre objectif est la douleur, mais effectivement, la finalité n'est pas que la douleur. Elle est dans le musculaire, elle est dans l'équilibre, elle va être dans le fonctionnement global du corps humain. Donc cette voie électromagnétique est instantanément interprétée pour améliorer le fonctionnement du système nerveux.
Mais dites-moi, ça peut soigner tous les types de douleurs et toutes les pathologies? C'est une vraie question. Là, le sujet est très vaste. Il faut bien comprendre qu'on ne répond pas à une pathologie, on répond à un besoin. Si on répond à un besoin, la question est très pertinente, c'est de se dire que deviennent les pathologies. Je ne dirais pas oui ce soir, même si aujourd'hui beaucoup de tests, et finalement sur les testeurs volontaires, en pratique quotidienne, montrent que ça permet de répondre à un tas de pathologies différentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'où viennent les pathologies. Et finalement, quelle est l'origine des pathologies. Et si on réfléchit un petit peu, eh bien, on comprend aussi qu'il y a des liens avec le système nerveux. Et quand, finalement, dans la théorie, on remet de l'énergie dans le système nerveux, on comprend aussi très bien le lien que ça peut avoir sur la résolution de certaines pathologies. Donc, par prudence, je ne dirais pas oui. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de sciences à faire, beaucoup de médical à faire, et que ça promet des décennies de recherche. Merci et bon courage. Merci. Aurélien, tu es un professionnel dans le domaine médical et du bien-être. J'aimerais bien t'envoyer un petit peu entre les mains de notre coach. Bien sûr, avec plaisir. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'as encore des places là pour une petite séance? Ouais, pas de problème. Oh, super. Alors demain. Bon, tu es dans le domaine de la santé, de la Ouais. condition physique. Toi, personnellement, comment tu fais pour rester en forme et t'entretenir au quotidien? Déjà, j'utilise le dispositif. Ah, super. Oui, littéralement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'évolution de ma sœur kinésithérapeute à chef d'entreprise, même je continue aussi mon activité de kinésithérapeute sur 2 cabinets, elle est aussi permise par la pratique d'activités sportives qui permettent de faire autre chose, qui permettent de s'aérer, et donc la pratique du football, d'un sport collectif, avec aussi finalement cette notion de pouvoir jouer en équipe, et puis de pouvoir observer et de pouvoir composer avec des personnes différentes, des caractères différents et des moments différents. Je pense qu'il faut beaucoup apprendre à la fois des sports individuels mais des sports collectifs. Que le sport individuel, forcément ça a des avantages, mais le sport collectif aussi a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de contraintes parce qu'il faut pouvoir répondre à un collectif et donc à des organisations, il y a des disciplines notamment de matchs, d'entraînement. Mais c'est une belle école de la vie et il ne faut pas l'oublier, même s'il y a beaucoup de contraintes, ça vaut le coup, il faut le faire. Ouais, je confirme. Très bien. Et ben, là, tu nous as parlé de sport collectif dans ta pratique personnelle, Ouais. mais dans ta pratique professionnelle, justement, est-ce que tu as une équipe? Comment tu l'as composée? Comment tu la manages? On a une équipe grandissante, on est une start-up. Donc il y a encore quelques mois, j'étais tout seul. J'ai la chance de pouvoir compter sur justement mon associé Jean-Sébastien Suze, ici présent, en haut, tout à fait en haut, voilà, et qui est aujourd'hui business developer. Et donc nous agrandissons l'équipe avec un pôle marketing, un pôle industriel, un pôle aussi, un board médical, un board scientifique. Ça se structure, ça va prendre un peu de temps. Maintenant, on n'est jamais, finalement, on est à un stade d'évolution qui est aujourd'hui sans précédent pour nous, avec une volonté de mise sur le marché pour février-mars. Donc voilà, on accélère très vite, très fort. C'est un projet qui aujourd'hui est le résultat de 4 années de recherche empirique, mais quotidienne, et qui continue encore à évoluer pour proposer des évolutions ultérieures, peut-être dans les 10 prochaines années ou 20 prochaines années. Donc voilà, c'est un travail constant pour lequel il faut savoir s'entourer. Je pense que ça a été dit suffisamment ce soir. L'accompagnement, qu'il soit par des institutions, par des professionnels comme Transtech, comme finalement les collaborateurs, ou même encore des étudiants, des alternants, c'est indispensable. C'est-à-dire que tout seul, on fait pas grand-chose. On initie un projet, oui, mais on ne le mène pas à bout tout seul. Super. Et pour terminer, dans ce projet, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'anime? Ce qui me motive, encore hier, c'est de voir une patiente qui me dit « je ne peux pas bouger, j'ai mal », à une fraction de seconde, tu mets le dispositif, elle bouge, elle n'a plus mal. Et tu le positionnes au mauvais endroit, elle te dit « j'ai mal ». On le remet au bon endroit, elle me dit « j'ai plus mal ». Et je lui fais faire du foot, on joue au foot ensemble. Et tu vas pouvoir soigner toutes les équipes de France, là, et tout ça? On verra. Et l'infirmière libérale me dit clairement, sachant qu'elle a quand même une connaissance du corps humain, ça c'est intéressant, elle me dit clairement c'est fou. Elle me dit ça va tellement vite. Et effectivement c'est instantané. Donc voilà, on a un sujet sur la douleur chronique
la fibromyalgie pour notamment les allégations un peu bien-être pour février-mars. Mais notre volonté, c'est la gestion de la douleur chronique neuropathique dans l'endométriose, pour lequel ça fonctionne instantanément. Et là, notre ambition, c'est de devenir médical pour ceci. Donc nous allons aller chercher le dispositif médical dans les 3-4 prochaines années, en lien, en collaboration avec le CHU de Bordeaux. Ben, félicitations, bonne continuation. Merci. Et merci. Merci. Aurélien, j'ai entendu parler d'un lancement commercial dans les mois qui arrivent. J'aimerais bien que la banque te questionne sur tes prévisions, justement. Monsieur Fromm, vous l'avez indiqué, votre dispositif va révolutionner le traitement de la souffrance, et ce, dans le monde entier. Quelles sont vos prévisions ? Nos prévisions sont modestes. Nos prévisions sont modestes et elles sont corrélées au fait que le dispositif soit initialement mis sur le marché en bien-être, avec une forte volonté de devenir dispositif médical. Donc nos prévisions seront effectivement bien croissantes, voire exponentielles dans les 5 prochaines années, mais aujourd'hui elles sont modestes pour des raisons de cible, pour des raisons finalement de qualification du dispositif, avec une population quand même, nous allons adresser ce dispositif à une population qui aujourd'hui compte à peu près 1,5 million de personnes en France. Donc c'est quand même une cible conséquente. Malgré tout, il faut des ressources, et donc en tant que start-up, on va devoir également jouer avec nos ressources. C'est pour ceci aussi que nous cherchons également des business angels, et puis nous allons organiser une levée de fonds en fin d'année 2025 pour pouvoir accélérer ce pan commercial. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, l'endométriose, c'est idem. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 2 millions de personnes en France. Donc, encore une fois, on a un potentiel France déjà très conséquent, avec une ambition d'aller à l'international également. Donc, les prévisions, elles sont très petites aujourd'hui, avec un marché énorme. Mais avant de parler de consolider ces prévisions, je pense qu'il faut surtout renforcer la science, faire du fondamental. Aujourd'hui, on est sur une découverte. Les chiffres, c'est bien, les prévisions financières, c'est bien, mais cette découverte, on doit finir de la crédibiliser, on doit finir de la scientifiser, parce que, sinon, on sera forcément discrédité à un moment donné. Donc, aujourd'hui, notre stratégie, elle est la suivante. Concernant les chiffres, on va parler de quelques milliers, mais par rapport, finalement, au nombre de personnes atteintes de ces deux affections, que sont la fibromyalgie et l'endométriose, on n'est rien. Et encore une fois, on est sur des douleurs cibles parce qu'on cible pour le marché, on cible pour la stratégie de la société. Mais comme on l'a dit, on répond à un besoin fondamental qui ne touche pas une pathologie, mais qui va répondre à différentes pathologies. Et c'est là où on doit consolider avec la science, et c'est là où le dispositif, durant ces décennies, va évoluer pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la population, comme il est déjà en train de le faire au quotidien avec des testeurs volontaires. Donc clairement, la mise en marché, c'est demain, après la levée de fonds ? C'est demain avant la levée de fonds. On a eu la chance d'être accompagné par Transtech et d'être aujourd'hui incubé chez Chrysalink, incubé également chez Bordeaux Techno-Ouest. Et cet accompagnement nous a permis d'obtenir la PTI, la bourse French Tech Émergence, nous a permis d'avoir le French Tech Tremplin également. Nous sommes en cours de validation pour le Pass Startup Région Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons obtenu aussi des soutiens bancaires. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de levée de fonds. Donc nous sommes finalement perfusés et en fonds propres et avec des aides publiques et privées, bancaires. Par contre, toutefois, notre volonté pour demain, pour pouvoir accélérer, effectivement, ce sera la question de la levée de fonds avec un besoin de financement de plus de 3 millions pour fin 2025. Donc nous sommes déjà en discussion avec des fonds qui sont très sensibles au sujet, parce qu'ils sont attachés justement à des institutions ou à des institutions qui nous suivent et qui financent à l'aide de subventions. Donc c'est en pourparlers. Si vous deviez prioriser, quelles sont vos ambitions ? En termes de développement de produits ou commercialisation plus rapide sur un ensemble de marchés ? Notre ambition est déjà de consolider dans le quart sud-ouest un modèle économique, un modèle de distribution qui va permettre de faciliter la distribution et donc l'accessibilité du produit, qui soit en B2C ou en B2B également, et puis pouvoir reproduire
ce succès-là sur les différents quarts de la France. Et puis après, effectivement, s'expanser à l'international, en Europe, pour commencer. Et pourquoi pas aux États-Unis plus rapidement? Parce que pour en discuter quand même avec des personnes d'expérience, nombreux sont ceux qui nous conseillent d'anticiper la commercialisation aux États-Unis, parce que la législation, la réglementation en vigueur est différente et plus facilitatrice que celle en France, notamment concernant la réglementation pour devenir dispositif médical. Donc oui, du bien-être ici, avec une volonté d'avoir d'abord un modèle local et ensuite assez finalement national et international, et pourquoi pas du coup avec une expansion aux États-Unis bien plus rapide. Merci. De rien. Aurélien, je t'invite à reprendre ta place dans la salle. Merci à tous. Merci à toi. Donc merci beaucoup ce soir à Raphaël, Jean-Luc, Isabelle, Aurélien. Merci de vous être prêtés au jeu. Merci aussi pour votre inventivité. Merci pour votre envie d'améliorer le monde, la planète et le bien-être des gens au quotidien. On avait envie de vous remercier, de vous mettre à l'honneur ce soir. Vous êtes un peu nos super-héros. On vous laisse vous découvrir en images pour clôturer cette soirée. Notre super pouvoir serait de fabriquer une voiture volante comme dans le film Le Cinquième élément. La science-fiction d'hier, c'est l'innovation d'aujourd'hui. Moi, je me vois bien dans quelques années avec des voitures volantes et propres, bien sûr. Mon super pouvoir est d'utiliser l'énergie des vagues pour décarboner la planète et produire une énergie propre pour l'avenir des générations futures. Mon super pouvoir, c'est de pouvoir donc détecter en chacun, juste en les regardant, juste avec leur sourire, ce dont ils ont besoin et d'améliorer leur santé pour toute la vie.
invention devait être un super pouvoir, elle serait la capacité à pouvoir donner la vie éternelle à chaque individu que je toucherai.